Ce soir, c'est un cours sur l'État d'Israël, donc dans le cadre des fondamentaux. Alors, je dois d'entrée de jeu préciser malheureusement que le cours va être écourté ce soir. Je vais devoir vous quitter à 19h20, donc un cours restreint à 1h20. Tout simplement parce que je serai l'invité à 19h30 d'une émission sur I24, la chaîne de télé israélienne. Quelque part, ça sera un prolongement du cours pour ceux qui pourront se connecter à cette chaîne I24 que vous trouvez très facilement sur le net. Ça va prolonger nos sujets de ce soir. J'interviendrai en commentaire sur cette loi votée par la Haute Cour de justice, la Cour suprême, qui reconnaît les conversions en Israël. Donc voilà, à 19h20, on va donner une version plus ramassée de ce cours, mais quelque part qui se prolongera sur des sujets que l'on a abordés au cours de ce soir. Ce cours fait la suite, en fait, bien qu'il soit indépendant, bien sûr, mais il fait la suite de ce cours que nous avions donné sur le sionisme. Nous avions mis en perspective la création de l'État d'Israël par rapport à cet espoir millénaire religieux, mais aussi, surtout, on avait insisté sur le fait que l'État d'Israël était la résultante de lois internationales et le grand héritier, quelque part, de ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, des idées de la Révolution et de toutes ces idées politiques du 19e siècle qui ont mené à l'autodétermination de nombreux peuples en Europe et sur la planète, et qu'Israël, bien que de manière un peu décalée par rapport aux indépendances nationales européennes, et finalement s'inscrivait profondément dans ce courant, avec les spécificité de l'histoire juive, bien entendu, et de ce rêve plurimillénaire, mais c'est bel et bien un État moderne, inscrit dans la politique des 2 derniers siècles, qui est né le 14 mai 1948. Nous avions raconté cette histoire, et donc quelque part on va refaire la couture là où on avait laissé. Alors on avait laissé les choses précisément juste un petit peu avant la guerre. On va parler du Yishuv, parce que l'État d'Israël a été déclaré officiellement par Ben Gourion le 14 mai 1948, mais il était déjà quelque part dans les starting blocks, il était déjà prêt, il y avait beaucoup de structures, d'abord les résultats des différentes aliotes, des différentes vagues d'immigration. Nous avions vu ça par le menu, combien chaque immigration à des périodes déterminées, on en distingue classiquement 6 ou 7, était chacune d'ailleurs pourvue d'une idéologie particulière, entre les premiers pionniers plutôt religieux, plutôt intéressés à régénérer l'homme hébraïque à travers le travail de la terre, et puis il y a eu des aliotes plus déterminantes, peut-être politiquement, à partir des années 1920, des militants parfaitement formés, socialistes pour la plupart d'entre eux, la génération des Golda Meir et des Ben Gourion, qui ont véritablement façonné l'État d'Israël, mais avant ce que l'on appelle le Yishuv. Le Yishuv, Yeshiva, la chevette, c'est s'installer. Le Yishuv, c'est le nom que l'on donne à cette collectivité juive pré-étatique, en quelque sorte. Alors, on distingue classiquement le très très ancien Yishuv, puisque vous le savez, il y a toujours eu des Juifs pour habiter la terre d'Israël, essentiellement religieux, distribués dans les 4 villes saintes, Hébron, Tibériade, Safed, Jérusalem, extrêmement pauvres, peu enclin à une quelconque pensée politique ou à l'idée nationale, bien sûr petit à petit enrichi par d'autres villes. Ça, c'est vraiment l'ancien Yishuv, mais ce que l'on nomme le Yishuv, le nouveau Yishuv au sens de l'histoire pré-étatique immédiate d'Israël, c'est effectivement ces montées politisées de militants décidés en tout cas à créer un État juif. On avait vu ça. Alors ce Yishuv, il est extrêmement structuré bien avant, ce qui fait que le 14 mai 48, l'État d'Israël a pu commencer à fonctionner, c'est qu'il était en profonde continuité avec tout ce qui avait été installé auparavant. D'abord, il y avait une instance nationale de représentation, puisque bien sûr tout cela était prévu par les traités. On va revoir un petit peu les différents traités qui ont structuré la construction de ce Yishuv, mais il y avait ce qu'on appelle un Va'ad Aleumi, un comité national qui regroupait toutes les différents partis, Dieu sait s'il y avait des partis avec des sensibilités différentes, et qui ont structuré toutes les instances religieuses, sanitaires,
éducative, sociale de la société juive pré-étatique. Le développement économique battait son plein. Il y avait la fameuse construction, la fameuse entreprise qu'on appelle Solel Bonnet, les constructeurs qui ont construit tout le système autoroutier, l'exploitation des eaux, la production d'électricité, tout cela était déjà parfaitement en marche dès les années 20, 30 et 40. Et puis sur le plan syndical, et je dirais plutôt sociétal, parce que cela débordait le seul cadre du syndicalisme, la Histadrut, un mot où on entend la racine seder, lors de la Histadrut, Aklalit Shel Haovdim Beretz Israël, l'organisation générale des travailleurs en Israël, qui non seulement pourvoyait au travail, se souciait de donner du travail à tous les immigrants, mais pourvoyait à un véritable État-providence, les caisses de retraite, la solidarité, c'était un État dans l'État. Et donc, avec l'agence juive, elle-même créée en 1922, qui était la représentante officielle du Yishuv auprès des autorités mandataires, puisque la Palestine mandataire était sous le contrôle des Britanniques. Tout cela avait été défini par le traité en 1922 de San Remo, qui définissait donc le mandat britannique. Toutes ces institutions absolument officielles ont permis de structurer finalement la société juive, donc largement alimentée aussi par les immigrations successives. Juste avant la création de l'État, il y avait 650 000 juifs en Israël, donc on était passé d'une petite centaine de milliers au début du siècle à près de 650 000 personnes, et donc le 14 mai 48, quand l'État a été déclaré, eh bien, il y avait déjà une société juive qui fonctionnait. En fait, c'était un pré-État qui avait tous les attributs pratiquement de l'État, sauf la souveraineté officiellement déclarée. Alors, on va revoir aussi très rapidement la série de traités internationaux qui ont mené justement à la possibilité de déclarer la souveraineté israélienne. On va remonter simplement en 1917 à la fameuse déclaration Balfour qui prévoyait la création d'un foyer national juif. Sur le plan du droit, c'est pas très précis. Tout le monde se demande encore exactement ce qu'avait l'Empire britannique en tête en déclarant le foyer national juif, sachant qu'en plus la politique britannique s'est chargée après d'invalider quelque part ces promesses, ces grandes promesses. Techniquement, tout cela a été, après la guerre, la Première Guerre mondiale, défini par une série de mandats. La France a reçu la Syrie, le mandat sur la Syrie. Les Britanniques ont hérité de ce qu'on appelait la Palestine, donc mandataire. Et puis on le sait, on avait vu ça aussi, toutes ces sociétés pré-étatiques étaient déjà traversées de courants d'une forte opposition entre juifs et arabes, avec une série de grandes grèves qui, pour chacune d'entre elles, menaient à des combats de plus en plus féroces, 1920, 1929, 1936, la grande grève générale, qui a mené les Anglais, officiellement chargés de développer la promesse du foyer national juif, à une politique tout à fait contraire et anti-juive, avec le fameux livre blanc de 1939 qui restreignait l'immigration de manière absolument drastique, la rendant tout à fait impossible, qui avait fait dire à Ben Gourion cette fameuse phrase « Il nous faut lutter contre le livre blanc comme s'il n'y avait pas Hitler, et lutter contre Hitler comme s'il n'y avait pas le livre blanc ». Toujours est-il que les deux phénomènes ont coexisté, à la fois un plein développement de la société juive pré-étatique et puis une opposition de plus en plus forte entre les communautés juives et arabes, tant et si bien qu'à la faveur des différents plans de partage, on avait vu ça aussi, en février 1947, les Britanniques en ont assez, ils jettent l'éponge en quelque sorte et ils remettent la question de la Palestine et leur mandat, le mandat dont ils avaient hérité en 1922 au congrès de San Remo, ils le remettent dans les mains de l'ONU, et tout cela mène au vote bien connu, à la résolution 181 de l'ONU, le fameux plan de partage du 29 novembre 1947, Kaftet Benovember. Il y a beaucoup de rues en Israël qui portent ce nom, Kaftet Benovember, le 27 novembre. Évidemment, c'est la résolution de partage agréée à la majorité, donc qui décide de la création, en fait pas de l'État d'Israël, de deux pays, un État pour les Palestiniens et un État pour les Juifs, la partition, le plan de partage, c'est pour ça qu'on l'appelle plan de partage. Le 27 novembre 1947, qui évidemment déclenche l'allégresse dans le monde juif et la déploration dans le monde arabe, qui ne satisfaisait pas effectivement de la création d'un État
pour les Juifs dans la région. Et de fait, les hostilités ont démarré aussitôt sur un plan plus institutionnel. Il était prévu une phase où l'armée britannique, enfin le pouvoir britannique se retirait progressivement de ces terres. C'est ce qu'on appelle la guerre civile, en fait, car le 27 novembre 1947 est le moment prévu pour le départ du dernier soldat britannique. Il y a cette fameuse photo où le commandant en chef salue le drapeau sur sa petite vedette dans le port de Haïfa, manifestant ainsi les dernières secondes du pouvoir britannique et remettant son mandat. Eh bien, en fait, c'est quelques 6 mois, presque un an, ces 6 ou 7 mois, en tout cas, ont été l'objet d'une lutte civile dès que les Anglais se retiraient d'un lieu. Ça pouvait être très concret, d'une caserne, d'un endroit, d'un campement, etc. Il y avait une lutte entre la Haganah, qui était l'embryon d'armée israélienne, et les forces arabes, jordaniennes, irakiennes, on verra ça plus précisément, pour lutter. Il se trouve que les Anglais ont plutôt joué le jeu des Arabes dans l'histoire, à savoir prévenant par exemple le fait qu'ils allaient quitter les lieux. Tout cela est parfaitement raconté, il y a toute une saga glorieuse, ça dépend de quel côté on se situe, mais en tout cas c'était des combats extrêmement durs, avec énormément de morts de chaque côté, tant et si bien que le 14 mai 1948, quand l'État est déclaré, d'ailleurs beaucoup de personnes dans l'entourage de Ben Gourion ne considéraient pas que c'était favorable. Il y avait même une majorité contre. Ben Gourion a forcé les événements, a forcé en tout cas les avis de son entourage contre vents et marées, et malgré une situation extrêmement défavorable sur le plan militaire, sur le plan des alliances, proclamer tout de même cet État d'Israël, qui a donné les scènes de liesse que l'on connaît, les nombreuses photos en noir et blanc absolument magnifiques de cette liesse, la création d'un État juif, rendez-vous compte, plus de 2000 ans après une absence de souveraineté, donc un événement effectivement majeur pour l'histoire juive, mais le soir même, les premières bombes tombaient sur Tel Aviv, et c'est le déclenchement de ce qu'on appelle Milchemet ha'atzmaut, la guerre d'indépendance, qui va durer 1 an et demi jusqu'en 1949, date à laquelle seront signés un certain nombre d'armistices. Alors souvent, Milchemet ha'atzmaut, la guerre d'indépendance, on inclut cette guerre civile, ce premier état de la guerre civile entre le 29 novembre 1947 et le 14 mai 48, et puis l'année de combats qui ont suivi. Parfois on distingue les deux, mais ça fait partie d'un même bloc. Alors je ne vais pas raconter les états, les déroulés des opérations militaires dans le détail, mais il faut savoir que cette guerre a été extrêmement difficile. Elle a failli tout simplement mettre fin à l'existence toute neuve de l'État d'Israël. Elle s'est déroulée en 3 phases, du 15 mai au 11 juin, des combats extrêmement violents, plutôt équilibrés, dont il était bien difficile de dire qui allait l'emporter, suivi d'une trêve en juin-juillet 1948, où l'ONU est re-rentrée à nouveau dans l'image pour tenter d'imposer un statu quo. En fait, ce statu quo, cette trêve a été mise à profit par chacune des parties. Alors, les parties, c'est qui ? C'est Israël, et ce sont 5 armées arabes de l'autre côté, le corps expéditionnaire égyptien, la Syrie est rentrée dans le conflit, l'Irak est rentré dans le conflit, et la Transjordanie. Il y avait plusieurs armées en quelque sorte, mais la Transjordanie est aussi rentrée dans le conflit. Ça faisait beaucoup. Chacun a profité de cette trêve en juin-juillet 1948 pour se refaire en quelque sorte d'une santé militaire. Il se trouve qu'il y a des histoires légendaires. Israël a pu trouver des armes, faire venir des stocks d'armes de Tchécoslovaquie, de l'Europe de l'Est, et disposer d'un minimum de munitions, d'un unique avion au départ qui a pu faire illusion. Et puis la guerre a repris de juillet à mars 1949. C'est seulement en mars 1949 qu'Israël a pu s'installer en fait sur les terres qui étaient promises par le partage de la Palestine, et même d'ailleurs aller au-delà de ces terres et donner lieu en tout cas à une armistice, avec l'Égypte le 24 février, avec le Liban le 23 mars, avec la Transjordanie, qui n'était pas encore la Jordanie, le 3 avril, et la Syrie le 20 juillet. Seul l'Irak, et d'ailleurs officiellement encore à ce jour, est toujours officiellement en guerre avec l'État d'Israël.
Alors, quel a été le bilan de ce premier moment finalement extrêmement traumatique? À peine un État était-il né que le soir même il était attaqué et obligé d'être en guerre avec extrêmement peu de moyens militaires en tout cas, mais avec un moral évidemment très 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 haut. Sur le plan politique, les États arabes ont été ébranlés par la défaite parce que l'origine du refus arabe du plan de partage de la Palestine, c'est cette idée qu'effectivement les forces arabes étaient beaucoup plus fortes et que l'État à peine né, les Juifs seraient jetés à la mer, selon la phrase traditionnelle, et que l'État d'Israël serait rayé de la carte en très peu de temps. Donc il y a eu une énorme déception, une énorme frustration qui marque un des fils directeurs de toute la période qui suit. Il se trouve d'ailleurs que politiquement tous les pays arabes qui avaient mené la guerre, les chefs politiques ont été assassinés les uns après les autres par des révoltes dans les différents pays. On ne va pas revoir ça en détail. Et en Israël, en tout cas politiquement, l'une des conséquences, c'est que le Mapai, qui était le parti de gauche des travailleurs, le parti dominant, celui de Ben Gourion, a bénéficié quelque part de ce statut de victoire et a pu dominer en fait la vie politique israélienne jusqu'en 1977, où il y a eu le fameux Ma'apar. Ma'apar, c'est le renversement, la révolution dans le vocabulaire politique de l'histoire politique israélienne. C'est le grand renversement où la droite, avec Yitzhak Shamir et Menachem Begin plutôt à l'époque, a gagné le pouvoir en Israël, mais de fait, une période de domination de près de 35-40 ans de ce parti de gauche, de ce Mapai historique qui avait fondé, il faut bien le dire, toutes les institutions pré-classiques. Sur le plan territorial, Israël peut apparaître comme une sorte de vainqueur. Ce qui est fort dommage, c'est que l'État palestinien n'ait pas été créé. Encore une fois, il était constitutionnellement prévu dans le plan de partage. C'est à la seule décision des dirigeants arabes de l'époque que l'État palestinien n'a pas été créé. C'est quand même quelque chose dont il faut se souvenir, même encore aujourd'hui, parce que Israël a créé son État, mais il n'était absolument pas écrit qu'il soit le seul à le faire. Encore une fois, le plan de partage prévoyait que les deux aient un État, simplement le leadership politique arabe de l'autre côté ne l'a pas fait, avec encore une fois une stratégie, une tactique, un calcul qui tablait sur la suppression immédiate de l'État juif. La bande de Gaza est administrée par l'Égypte, ça on l'oublie souvent, puisque Gaza a souvent été dans l'actualité, mais jusqu'en 1967, la guerre des 6 jours, Gaza était sous contrôle égyptien. On peut se poser la question légitime de savoir en quoi ils ont pu développer cette fameuse bande de Gaza. Et puis une autre conséquence territoriale très importante, c'est que la Transjordanie a occupé finalement toute la rive Gada, comme on appelle en hébreu, toute la rive ouest, la Cisjordanie, qui est devenue la Cisjordanie, et en 1950, donc d'autorité à occuper cette région de la Cisjordanie, qui n'était absolument pas prévue dans les plans de partage, et c'est rebaptisé dans la foulée Jordanie, et puis donc les lignes de cessez-le-feu ont été gelées en quelque sorte dans ce qu'on appelle, si c'est un terme très important dans l'histoire politique israélienne, la ligne verte, donc qui a dessiné les frontières entre la Cisjordanie et l'État d'Israël, désormais constitué, Kav HaYarok, la ligne verte, dont il est encore question aujourd'hui. Alors, on va poursuivre sur cette histoire de conflit. Je ne voudrais pas donner l'impression que le cours de ce soir va être uniquement mobilisé par les histoires de conflits, par les guerres israélo-arabes, mais de fait, il nous faut en parler quand même, puisque ça constitue une grosse partie de ces 70 ans et quelques de l'État d'Israël. On va juste pointer les différents moments. On ne va pas, pour chacune, raconter le déroulé des opérations militaires, mais il est important de se souvenir de cette histoire, évidemment très complexe. Une première guerre, Milchemet HaAtzmaut, dont on a vu qu'elle aboutit à certains armistices et à des équilibres territoriaux nouveaux. La deuxième guerre israélo-arabe, très très importante, c'est la crise de Suez, la crise du canal de Suez, en 1956. Amal Gabdel Nasser décide de nationaliser le canal en 1956 et de couper dans toutes les voies d'accès à tous les bateaux internationaux pour le nationaliser. C'est une crise internationale. Il y a un plan secret décidé d'ailleurs en France, entre la France, l'Angleterre et David Ben Gourion et Israël. L'objectif politique, c'est de renverser Nasser,
dont le panarabisme se faisait flamboyant et extrêmement menaçant pour toute la région, et de récupérer le canal pour le réouvrir au trafic international. Donc c'est ce qu'on appelle les protocoles de Sèvres, puisque la signature secrète a été signée en 1956. Il est décidé que Israël va attaquer, ça faisait partie du plan secret, et que Londres et Paris interviendront pour calmer les belligérants et, ceci dit, occuper le terrain et donc redéployer les objectifs politiques de débarquer Nasser et de récupérer le canal. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Israël a bel et bien attaqué, Israël a bel et bien gagné militairement toutes les positions qui lui étaient assignées par le plan secret. La France et Londres, la France et l'Angleterre ont effectivement appelé les belligérants, sauf que cette fois-ci, les Russes et les Américains s'en sont mêlés. Ça ne leur plaisait pas du tout de se laisser damer le pion, et ont imposé en fait à toutes les parties de se retirer. Ça a été un véritable fiasco, on peut dire, en termes de plan secret par rapport aux objectifs du plan secret. Et puis surtout, une humiliation pour la France et l'Angleterre, et quelque part la fin du pouvoir de l'Empire britannique. Ça a été la première grosse défaite internationale de l'Empire britannique. Si on peut dater la fin de l'Empire britannique, quelque part, c'est, enfin, qui existe toujours au niveau du Commonwealth, mais en tout cas dans sa puissance, c'est bel et bien cette crise de Suez en 1956. La France n'en est pas ressortie glorieuse non plus. Israël, finalement, ses objectifs n'ont pas été atteints non plus. Il s'agissait de renverser Nasser, une puissance extrêmement menaçante. Évidemment, Nasser est resté en poste. Israël a gagné quand même la possibilité de déploiement d'une force d'urgence aux Nations Unies dans le Sinaï pour protéger, pour empêcher quelque part les Égyptiens d'attaquer Israël. On va voir qu'en 1967, cette disposition va complètement disparaître, mais dans un temps, ça pouvait être éventuellement rassurant. Ce qu'Israël a gagné de manière secrète, en fait, c'est une collaboration militaire extrêmement étroite avec la hiérarchie, enfin l'establishment militaire en France, et bien que ce soit évidemment pas une politique officielle, en fait, a acquis la bombe atomique. Je pense que c'est un fait majeur géostratégique pour Israël que si Israël n'avait pas la bombe atomique, encore une fois, c'est jamais quelque chose qui a été avoué par le gouvernement israélien de manière officielle, mais Israël n'existerait plus, tout simplement. Toute la suite des événements l'a montré, et je pense que ça a été l'extrême point de dissuasion dans chacun des conflits. Ça a été le point de non-retour qui vaut encore à Israël de pouvoir exister. Et puis le grand vainqueur, c'est surtout Nasser, flamboyant, qui a résisté à l'agression internationale et qui va pouvoir déployer son panarabisme. Il va le faire. On passe à la troisième guerre israélo-arabe de 1967, parce que Nasser renvoie les troupes de l'ONU, qui étaient censées protéger de toute attaque. Il demande le retrait des troupes de l'ONU chargées de protéger toute attaque, etc. Les troupes de l'ONU se retirent sans beaucoup d'épines dorsales et sans beaucoup de conséquences. Et puis il y a un véritable climat de guerre. C'est l'époque où les messages arabes ne cessent de répéter les Juifs à la mer, les Juifs à la mer. Il y a des alliances faites entre la Syrie et l'Égypte. C'est l'époque du panarabisme qui bat son plein. C'est l'époque où Kalsoum, la grande chanteuse populaire dans le monde arabe, chante justement les Juifs à la mer. Et donc Israël décide d'attaquer préventivement. Le 5 juin 1967, mène une attaque éclair contre toutes les forces d'aviation israéliennes, et en moins d'une nuit cloue au sol toute l'aviation égyptienne. C'est une véritable humiliation sur le plan militaire. Et puis les troupes terrestres interviennent et dans plusieurs directions. Israël avait envoyé le message à la Jordanie de dire de ne pas attaquer, qu'il n'y avait pas de but de guerre de ce côté-là, etc. Mais les Jordaniens, pris dans le jeu des alliances, attaquent, commencent à tirer par Jérusalem, et donc un autre front s'ouvre du côté jordanien. Un front s'ouvre aussi du côté de la Syrie, et c'est une guerre éclair, donc 6 jours, bien connue, qui provoque d'ailleurs une sorte d'enthousiasme un peu messianique, un peu dangereux. Il faut dire, Israël se sent invincible. Les Juifs français ont participé de cette saga. Beaucoup de Français juifs se sont mobilisés et sont allés en Israël à ce moment-là pour défendre les troupes.
Et donc sur le plan militaire, en tout cas, ça a été une victoire éclair, imparable. Mais vraiment, plus que jamais, cette guerre a montré que ça pouvait être une première étape de gagner la guerre, mais gagner la paix, c'était autre chose. Parce que politiquement, les choses, malgré ce succès absolument écrasant, sont devenues effectivement très difficiles. D'abord parce qu'Israël a eu des gains territoriaux absolument phénoménaux. C'est vrai qu'Israël a occupé le Golan dès lors, il a occupé tout le Sinaï, et pas seulement la bande de Gaza qu'il a récupéré, qu'il a conquis sur les Égyptiens, mais tout le désert du Sinaï. Et puis, bien sûr, la Cisjordanie. La Jordanie a été amputée de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, mais ça a été évidemment le baiser de la mort, le cadeau empoisonné, c'est ce qui a fait dire à Yeshayahu Leibovitz à l'époque, de dire que ça allait être le cancer de la société israélienne. Bon, il était le seul à le dire, ce qui montre son courage, parce qu'encore une fois, c'est plutôt le soulagement, voire la joie, voire un certain caractère messianique auprès de milieux religieux qui ont commencé à mélanger politique et messianisme. Ça donne toujours un très très mauvais mélange, on le sait, mais à l'époque, on n'en voyait pas encore toutes les conséquences mortifères. De fait, la résolution 242 a imposé le retrait des belligérants. Israël était prêt effectivement à négocier. En gros, l'équation, c'était la paix contre les territoires. Et ce qui est incroyable, c'est que plus de 50 ans après, cette équation reste toujours la même. Les territoires contre la paix, ou la paix contre les territoires. Mais ce deal, en quelque sorte, a été invalidé par ce qu'on a appelé le triple non de Khartoum. Toutes les forces arabes et la Ligue arabe se sont mobilisées à l'époque pour formuler ce qu'on appelle le triple non de Khartoum. Pas de paix avec Israël, pas de reconnaissance de l'État d'Israël et pas de négociation avec Israël, qu'on n'appelait pas d'ailleurs Israël, mais qu'on appelait l'entité sioniste, pour ne jamais nommer la réalité de l'État. Et le baiser de la mort, ici, c'est refermé, parce que quelque part, Israël est resté avec ses gains territoriaux, a désiré cette négociation de la paix contre les territoires, mais s'est retrouvé bloqué par ce triple non de Khartoum. Et je dirais que là, on a une définition du conflit israélo-arabe qui, quelque part, dure encore, malgré des étapes décisives comme le processus d'Oslo. Mais l'équation reste bien la même, toujours, la paix contre les territoires, même si plus beaucoup de personnes n'y croient. Quelque part, la situation, l'équation géostratégique reste toujours celle-là. Cette formulation 242, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est un point de détail, mais c'est intéressant, une question de traduction. Elle demandait, par exemple, à l'État, alors elle demandait que toutes les forces armées se retirent, le reconnaissance de la souveraineté de chacun. Évidemment, la reconnaissance de la souveraineté d'Israël par les pays arabes n'a jamais été accordée, sauf avec les pays avec qui Israël a fait la paix par la suite. Et concernant Israël, c'est intéressant, il y a une différence entre la formulation anglaise et la formulation française. La formulation anglaise dit « Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in a recent conflict », le retrait des forces israéliennes de territoires, alors que la version française dit le retrait d'Israël des territoires. Et évidemment, dans cette petite subtilité sémantique, gît toute la différence. Est-ce qu'il s'agit de se retirer de certains territoires pour ensuite les négocier, ou est-ce qu'il faut se retirer de tous les territoires? Comme quoi, Dieu est dans le détail. Alors, il y a des tonnes de commentaires juridiques sur cette situation. De fait, Israël s'est retrouvé avec des territoires beaucoup plus grands qu'en 1948 et s'est retrouvé dans ce piège, quelque part, de la non-paix et de la non-reconnaissance et a dû donc devoir gérer ces territoires, ce qu'on appelle les territoires occupés. Alors ensuite, il y a eu de nombreux épisodes, là aussi je vais simplement les mentionner pour pas trop se perdre dans les détails des opérations militaires. La troisième, la guerre suivante, enfin la quatrième, si on compte la guerre d'indépendance, la guerre de Suez, 67, la quatrième c'est 1973, la fameuse guerre de Kippour, qui a provoqué un tremblement en Israël. Bon, d'abord l'attaque a été soudaine, le jour même de Kippour, rendez-vous compte, tout le monde était dans la synagogue, sûrement les défenses étaient plus très très affirmées. Une guerre surprise, avec un double front égyptien qui attaque par le sud, qui franchit le Sinaï et qui remonte vers le nord d'Israël, et puis une attaque par le nord des forces syriennes, et bien évidemment aussi
avec la participation d'autres groupes, mais essentiellement un front syrien sur le Golan et un front sur le sud. Et les premières 48 heures ont été absolument terribles. Elles ont provoqué un traumatisme en Israël parce que les armées n'étaient pas du tout prêtes et Israël a pensé sincèrement pour disparaître. Ce qui est dans la psyché israélienne effectivement toujours extrêmement présent. Il se trouve qu'il y a eu un rétablissement militaire pratiquement miraculeux. Au bout de 48-72 heures, les forces israéliennes ont pu réorganiser des fronts et inverser totalement, contre toute attente, il faut bien le dire, le cours de la guerre, remonter, enfoncer quelque part les lignes syriennes, remonter le Golan et même pousser jusqu'à 40 km de Damas, au moment où il y a eu un cessez-le-feu par les forces appelées par les institutions internationales, et puis du côté du Sinaï, repousser les forces égyptiennes et même refranchir le canal à l'ouest du canal, et de figer les combats. Alors là, il y a eu des conséquences absolument majeures, je dirais, militaires, territoriales, mais aussi sur le plan politique, parce que cette guerre a constitué un véritable choc en Israël, l'impréparation de l'armée, l'incurie des services de renseignement, pourtant gloire d'Israël, l'infaillibilité des services de renseignement, incapables de prévoir l'attaque, de prévenir. Enfin, il y a eu des chaînes de commandement tout à fait défaillantes, des chaînes d'information tout à fait défaillantes. Il y a eu la mise en cause de l'establishment militaire. Moshe Dayan était le grand chef des opérations. Il y a eu une commission extrêmement célèbre en Israël qu'on appelait la commission Shimon Agranat, chargée d'établir les responsabilités du désastre. Elles ont été publiées en 1974. Elles ont mis en accusation énormément de personnes. Elles ont épargné les deux grands dirigeants. En fait, Moshe Dayan n'a pas été inquiété, même si tout son establishment a été décimé, et Golda Meir non plus n'a pas été inquiété, mais elle en a payé le prix politique peu de temps après, car le 11 avril 1974, sous la pression, elle a dû démissionner. Ça a été l'arrivée de Yitzhak Rabin, mais Yitzhak Rabin lui-même n'a pu tenir que 3 ans. Son gouvernement a chuté à cause de scandales qui n'étaient pas d'ailleurs directement liés à la guerre, pour aboutir en 1977 à ce renversement politique d'importance qu'on appelle le Ma'apar, la révolution, le renversement, l'arrivée des sensibilités politiques de droite, le Likoud, par Menachem Begin, qu'on avait vu dans les combats pré-étatiques, qui était plutôt à l'extrême, une sorte de droite extrême, militariste, et donc l'arrivée au pouvoir, d'abord d'une sensibilité politique différente et aussi d'une socio-politique différente. Plus cet establishment plutôt ashkénaze, un peu imbu de lui-même après ses 40 ans de domination sans partage, mais d'autres personnalités issues des mondes séfarades, plus populaires, plus religieux aussi, et puis d'une sensibilité plus de droite. Donc ça a été vraiment un renversement politique d'importance. Et puis cela a mené quand même à des négociations, parce que là, pas le temps d'entrer en détail, mais les Américains notamment se sont investis dans un processus de paix qui a mené peu de temps après, finalement, enfin 4 ans après, aux négociations de Camp David, sous l'impulsion de Carter, qui a réuni les différents belligérants, Sadat, et puis Begin, pour un sommet de Camp David en septembre 1978, et qui aboutit au traité de paix israélo-égyptien de 1979. Vous m'avez bien entendu, et c'est ça la révolution, un traité de paix, c'est-à-dire que c'est le premier pays arabe qui a fait la paix avec Israël, et il faut dire que cela avait été précédé par une vision, un geste de génie, comme il en existe de temps en temps dans l'histoire, complètement contre le cours des événements. Sadat avait pris contact avec l'establishment politique israélien pour dire « j'ai envie de venir en Israël ». Tout le monde se souvient de ce discours à la Knesset où il disait « soldons les héritages historiques de la violence pour entrer dans la paix ». Et c'est un courage qui en a saisi plus d'un. Begin, il faut le dire, a fini par accepter la main tendue. Et donc, premier traité de paix en 1979. On le sait, Sadat a payé de sa vie en 1981. Il a été assassiné par des gens qui voyaient cette paix d'un mauvais œil. Donc c'est une vraie paix. On appelle la paix froide plutôt, parce que c'est vrai que la société égyptienne ne s'est pas franchement mobilisée dans un amour
d'amour en général envers Israël, peut-être les Israéliens non plus d'ailleurs, mais en tout cas c'est une paix qui a tenu et qui tient quelque part encore. Alors après, on va aller assez vite sur les événements suivants, mais le conflit a continué. Il y a eu cette désastreuse opération de paix en Galilée en 1982, factuellement déclenchée par l'assassinat de l'ambassadeur israélien à Londres, Shlomo Argov, par un groupe palestinien, Abu Nidal, concurrent de l'OLP. Les forces israéliennes pénètrent au Liban. Le mandat politique, donc les forces étaient menées par Ariel Sharon. Le mandat militaire était de pénétrer à l'avant vers 40-50 km au nord de la frontière israélienne. Mais les forces israéliennes ont joué un double jeu. Enfin, Sharon a joué un double jeu et est remonté évidemment jusqu'à Beyrouth, donc ce qui n'était pas prévu dans le mandat. Ça sérieusement, il y a eu des frictions très très fortes entre Begin, qui s'est estimé trahi, et Sharon. C'est une autre histoire, mais surtout ce conflit a été marqué par le drame de Sabra et Shatila. L'un des alliés militaires, c'était les forces phalangistes de Bachir Gemayel. On ne va pas rentrer dans la description des forces politiques au Liban, c'est extrêmement compliqué. Férocement anti-palestinienne, puisque les Palestiniens, après avoir tenté de prendre le pouvoir en Jordanie dans les années 1970, on se souvient de Septembre Noir, qui avait été réprimé par le pouvoir jordanien, s'était replié sur le Liban, ce qu'on appelait Fatah Land. Fatah Land, c'était tout le sud Liban était dominé par les forces palestiniennes, donc les phalangistes étaient ennemis, et puis à la faveur d'événements particuliers, les forces phalangistes ont pénétré dans un camp de réfugiés de Sabra et Shatila, se sont vengés dans un acte absolument sauvage. Plus de 3000 personnes, 3000 civils, dont des femmes, dont des enfants, ont été massacrés dans des conditions absolument horribles. Et il y avait bel et bien aussi une co-responsabilité, en tout cas israélienne, puisque ce ne sont pas les Israéliens en tant que tels qui ont commis ces massacres, qui sont rentrés dans les camps, mais il y avait une forme d'accord pour laisser agir les phalangistes, et même avoir envoyé des balles traçantes au-dessus des camps pour éclairer, et donc il y avait une responsabilité morale tout à fait claire. Ça a été exprimé dans un film absolument extraordinaire que je vous recommande si vous ne l'avez pas déjà vu, de Harry Folman, un dessin animé graphiquement époustouflant qui s'appelle Valse avec Bachir, qui raconte justement son engagement. Harry Folman était un soldat de l'armée israélienne à l'époque, il raconte son engagement dans cette guerre hallucinante, et qui a provoqué pour le coup un énorme scandale, puisque évidemment Sharon a été jugé, d'abord pour avoir outrepassé ses objectifs de guerre, donc il y a eu une lutte politique, et puis tout simplement le retentissement moral. Je ne parle pas de l'opprobre international qui s'est abattu sur Israël à ce moment-là. C'est très très bien raconté d'ailleurs par Alain Finkielkraut, la désapprobation d'Israël qui raconte effectivement le changement total de l'opinion internationale vis-à-vis d'Israël, qui jusqu'ici avait bénéficié du statut de petit pays héroïque, etc. Mais là il y a eu un véritable changement, c'est aussi très important pour ça. Et cette fois-ci une commission dirigée par Yitzhak Kahan, extrêmement connu en Israël, qui a établi toutes les responsabilités. Donc effectivement 1982 marque un moment politiquement, enfin militaire, mais surtout politiquement très important en Israël. Ensuite, on va aller de plus en plus vite sur les événements militaires, mais il faut s'en souvenir. La première intifada 1987, dont le plus grand enseignement, au-delà du déroulé des opérations, c'est l'arrivée d'un nouvel acteur, qui est le Hamas. Il faut dire que le soulèvement a été spontané. L'OLP n'avait absolument pas prévu. Il a essayé de récupérer la dynamique qui est née des Palestiniens eux-mêmes, mais avec un nouvel acteur, donc le Hamas, pourvu d'un agenda religieux. C'était ça la nouveauté. Le mouvement palestinien en tant que tel est un mouvement de nationalisme classique. C'est un mouvement qui, politiquement, certes orienté d'une certaine manière politiquement, par rapport à des idées du panarabisme, d'une certaine gauche, etc.,
Mais le Hamas avait un tout autre agenda. L'agenda du Hamas est un agenda religieux, un califat mondial, et c'est pas en tant que tel un mouvement nationaliste. Donc c'était une donne tout à fait nouvelle, même s'ils ont su ensuite se territorialiser et avoir des buts plus politiquement classiques. Mais c'est quelque chose avec lequel Israël d'ailleurs a joué avec le feu, parce que ce nouvel acteur qui était puissant a servi, enfin quelque part les Israéliens dans un premier temps ont certainement laissé le Hamas gagner des positions parce que ça émiettait celle de l'OLP, de ce vieil ennemi classique. Et puis, comme toujours, c'est le baiser de la mort, c'est-à-dire que ce Hamas, bien au-delà de la circonstance précise, a fleuri et est devenu l'ennemi que l'on sait. Donc, la première intifada de 1987 a marqué cette émergence du Hamas. Il y a eu d'autres événements dramatiques, la guerre du Koweït, qu'en 91, il faut se souvenir que Israël a quand même été bombardé et que le grand mérite d'Yitzhak Shamir à l'époque a été de ne pas répliquer. Je pense qu'il y a eu de solides négociations et des gains pour qu'Israël ne réplique pas, notamment des gains en termes d'accords militaires avec les États-Unis. Et puis bien sûr, l'étape suivante, c'est 1993, puisque voilà, la diplomatie s'est quand même activée. Il y avait la fameuse conférence de Madrid 1991 qui a été un échec, mais qui veut dire que quand même les différents pays cherchaient à jouer un rôle et à résoudre quand même ce conflit. Les accords d'Oslo, vous vous souvenez de l'image avec Bill Clinton, Yasser Arafat et Yitzhak Rabin se serrant la main avec reluctance, comme diraient les Anglais, mais se serrant la main. Un accord prolongé par ce qu'on appelle l'accord de Jéricho-Gaza, qui a consacré plusieurs choses. D'abord, le retour de Yasser Arafat au devant de la scène, parce qu'il avait été chassé de Beyrouth en 1982, avec l'accord d'ailleurs de l'armée française, puis exilé à Tunis, et les accords d'Oslo ont ressuscité Arafat pour organiser son retour plus ou moins triomphal auprès de la société palestinienne. C'est d'ailleurs passé de manière diverse, et puis territorialement, la division, enfin, le fait de vouloir progresser sur un certain nombre de sujets, et puis la division dans les fameuses zones A, les zones B, donc celles qui sont sous souveraineté encore israélienne, toutes les villes principales, l'essentiel du peuplement palestinien passé sous souveraineté palestinienne, avec la création d'un conseil législatif palestinien et d'une autorité nationale palestinienne, avec des pouvoirs limités, mais en tout cas une autorité censée être pré-étatique, elle aussi, et puis des zones de coopération mixte sécuritaire, avec des patrouilles mixtes entre Israéliens et policiers palestiniens, et puis censé avancer. Alors, il y a eu un enthousiasme dans les années 93, 94, 95, et puis petit à petit, pour diverses raisons qu'on n'a pas le temps d'analyser ici, les choses se sont un peu dégradées. Peut-être un double jeu aussi, certainement de Yasser Arafat qui avait du mal à concevoir que la paix, que l'État pouvait s'obtenir. Il y avait une sorte d'éthos révolutionnaire profond chez lui, que la paix avait du mal à s'obtenir simplement par un accord, mais toute sa mythologie du révolutionnaire voulait obtenir l'indépendance à travers un combat. Donc il y a eu pas mal de revirements, et puis il y a eu les inévitables actions militaires, et puis les attentats, et puis tout ça s'est dégradé. Et puis l'incapacité d'avancer sur les trois grands sujets qui devaient régler, enfin qui seront d'ailleurs majeurs dans un règlement israélo-palestinien, à savoir le statut de Jérusalem, qu'Israël a officiellement déclaré comme unifié en 1980, mais il y a un Jérusalem-Est, effectivement, avec un peuplement palestinien. Donc qu'est-ce qu'on en fait ? Où est-ce qu'on fait passer la limite ? Le problème des réfugiés palestiniens, dont j'ai oublié de dire que lors de la guerre d'indépendance, Milchemet ha'atzmaut, il y a eu un déplacement. Alors, parfois, à l'initiative des dirigeants arabes, disaient fuyez les combats, vous reviendrez en vainqueur. Aussi, il faut dire, à cause d'opérations militaires israéliennes tout à fait conscientes, voire parfois extrémistes, par différents groupes d'activistes chassant de manière violente les Palestiniens de leur village. Tout cela a fait l'objet de débats entre historiens. Il y a certainement eu les deux. En tout cas, il y a bel et bien un problème de déplacés palestiniens. Il y a plus de 600 000 personnes qui ont quitté, alors pour aller parfois pas très loin, dans un même espace culturel. Il y a de belles pages d'analyse d'Eli Barnavi sur la question qui dit
voilà, parfois c'est un déplacement de 30-40 km. Évidemment, c'est jamais agréable de quitter sa maison et d'en garder la clé de manière éternelle, mais il faut, par rapport à d'autres conflits où il y a eu des déplacements, c'est vrai que certaines choses doivent être relativisées. En tout cas, le vécu, le ressenti palestinien est très clair. Cette guerre d'indépendance qu'ils ont appelée la Nakba, la catastrophe, fait indubitablement partie de quelque chose qui devra être réglé. Donc il y a par un mécanisme de compensation financière, peut-être par un retour partiel de certaines familles, tout cela est à l'étude, mais dans ces années, donc incapacité d'avancer sur ce deuxième dossier très important, et puis le troisième dossier, la lutte contre le terrorisme, effectivement, parce que le monde palestinien est divisé en plusieurs factions, avec lesquelles Yasser Arafat jouait de manière très habile, développant un certain discours officiel vis-à-vis des médias internationaux, et en arabe disant tout à fait autre chose à sa propre société. Et donc, il était le garant, quelque part, des accords de Gaza, et en même temps, il a évidemment joué sur la corde du terrorisme. Je ne fais pas l'historique de tous les attentats, mais ça a été une période extrêmement douloureuse qui a mis fin, en quelque part, au processus de paix. Il y a eu une seconde intifada en 2000, il y a eu une seconde guerre du Liban en 2006, une troisième guerre de Gaza en 2008, une opération en 2012 aussi encore à Gaza. Donc voilà, cette histoire évidemment n'est pas terminée, elle est un peu gelée. L'une des leçons quand même de tous ces conflits, donc qui ont été d'une part militaires, mais qui ont quelque part aussi imbriqué, intriqué l'establishment palestinien avec l'establishment israélien. Ils se connaissent absolument très très bien, à tel point que toutes les lignes rouges de chacun sont connues de part et d'autre. Je dis ça parce que c'est un petit facteur d'espoir pour la suite, bien que en ce moment ce soit une question de circonstances, les circonstances ne s'y prêtent pas. Je mettrais volontiers cette petite analyse là sous l'égide d'une phrase d'un journaliste israélien qui dit Ta'alir ha-shalom, c'est comme ça qu'on dit le processus de paix en hébreu, Ta'alir ha-shalom, Arbe ta'alir ktsat shalom, beaucoup de processus, peu de paix. Malheureusement, on en est là, mais en même temps, les parties se connaissent tellement bien, elles ont négocié tellement de fois, les acteurs internationaux se sont tellement impliqués dans ces débats, que ce sont quelque part les paramètres qu'on a appelés les paramètres de tabac, qui a été le moment en 1994, après les accords de Jéricho-Gaza, qui avaient réuni des équipes de négociateurs. Quelque part, ce sont ces accords qui sont les seuls, quelque part, à pouvoir un jour être ceux de la paix. C'est ça, je dirais, que la situation un peu terrible, c'est que tout le monde connaît les contours finaux d'un accord de paix, parce qu'ils quelque part, ils ne peuvent pas être autres qu'établis par ces multiples discussions, qui sont les suivants. La restitution de la bande de Gaza, donc à l'époque, mais elle a été restituée depuis, et puis la restitution de 95%, c'est le chiffre qui est souvent prononcé, de la Cisjordanie à une future entité, à un futur État palestinien. Les 5% manquants, parce qu'entre-temps, il y a eu des faits, des implantations, notamment autour de Jérusalem. Ça a été une politique constante de tous les gouvernements israéliens, de gauche comme de droite. Il faut se souvenir d'ailleurs que les premières implantations ont été créées par le parti travailliste, par Avoda. Après, se sont mêlées des thématiques un peu messianiques, religieuses, etc. Mais les premières implantations ont été conçues par Shimon Peres, dans les années 70, à la fin des années 70, comme des avant-postes ayant des fonctions militaires pour empêcher des pénétrations éventuelles d'ennemis, les implantations dans la vallée du Jourdain aussi. Et donc ça a été une politique constante, effectivement, de veiller à une protection et d'élargir la poche qui entoure Jérusalem, qui était sinon en 1948 extrêmement près de la ligne verte, et aujourd'hui vous connaissez toutes ces implantations, Ma'ale Adumim, ces grandes implantations autour de Jérusalem. Et donc dans un accord de paix contre les territoires, si une entité palestinienne récupérait 95% de la Cisjordanie, évidemment les 5% pris actuellement par les territoires, qu'aucun gouvernement israélien n'accepterait de remettre, eh bien seront pris
sur le territoire israélien pour avoir une compensation pourcentage par pourcentage. Une souveraineté partagée sur Jérusalem, alors c'est très facile à dire, c'est très compliqué à faire, des accords sécuritaires importants. On a même imaginé des souverainetés verticales différentes, par exemple le sous-sol appartenant à Israël et le sursol où actuellement la place des mosquées appartiendra à une entité palestinienne. Les juristes ont été extrêmement créatifs, des experts connaissent toutes ces questions par cœur, avec un arrangement en tout cas autour du mont du Temple, c'est très certain. Et puis la question du règlement des réfugiés palestiniens, évidemment, qu'il s'agit de reconnaître, alors peut-être pas, non pas par un retour massif, parce que comme l'a dit d'excellents écrivains israéliens de gauche engagés dans ces questions, le retour massif des Palestiniens aurait pour nom de code destruction de l'État d'Israël, c'est bien certain, mais un retour partiel sur certaines zones et surtout un mécanisme de compensation financière mis au point, dont les experts connaissent les contours exactement, c'est bien certain. Ce qui manque, donc, ce n'était pas la définition finale de l'accord, tout le monde sait en gros à quoi il ressemblera, c'est simplement la volonté politique, sans doute des acteurs, aussi bien du côté palestinien qu'israélien. Il se trouve que la société israélienne s'est durcie, son centre politique s'est déplacé à droite, c'est indéniable depuis plus d'une dizaine d'années. Donc des dirigeants qui finalement se satisfont du statu quo, ou on peut le dire autrement, des dirigeants qui manquent de vision, l'un ou l'autre, et surtout qui ont le pouvoir de l'imposer, de le vendre à leur propre peuple. Il y a la capacité de vision, ça c'est une chose, mais il est vrai, on l'a vu avec des initiatives plus limitées, comme celle d'Ehud Barak, qui de manière unilatérale s'est retiré du Liban en 2000, que ces décisions ont absolument pas, même si elles étaient peut-être frappées d'une certaine vision sur le plan stratégique global, sont extrêmement mal passées au sein de l'opinion israélienne. Donc un grand dirigeant, c'est effectivement une vision et surtout une capacité de vendre sa vision à son propre peuple, et c'est quelque chose qui indéniablement fait défaut. Certainement la volonté fait défaut de part et d'autre, mais il n'y a pas de dirigeant d'un côté ou de l'autre actuellement capable d'implanter encore une fois ces paramètres, on appelle les paramètres Clinton parfois aussi, ces paramètres de tabac dont tout le monde pense qu'effectivement s'il devait y avoir un accord de paix, parce qu'aujourd'hui on en est au point où effectivement on renonce quelque part à cet idéal de la paix, enfin certaines forces politiques en tout cas y renoncent explicitement, eh bien chacun sait que ces critères en fait seraient ceux qui prévaudraient dans un accord. Voilà un petit peu un survol très rapide, peut-être je constaterai trop de temps parce qu'il nous reste 30 minutes pour voir les autres aspects dans ce cours, je le rappelle, qui sera un petit peu rétréci ce soir à 19h20, je dois vous quitter pour prolonger un autre sujet sur I24, dont le sujet portera sur la nouvelle loi qui acte la reconnaissance des conversions par les milieux libéraux en Israël. Donc on va parler rapidement des grandes bases, alors géographiques, peut-être pas, vous la connaissez, les différentes régions d'Israël. Il y a ce qu'on appelle le Mishor Achof, la grande plaine côtière. Mishor, c'est ce qui est plat, Achof, le rivage, donc la plaine côtière, qui est une zone géographiquement, au sens de géographie humaine, très importante. Plus de la moitié de la population israélienne vit dans cette plaine côtière, évidemment autour de villes majeures comme Tel Aviv et Haïfa. Les autres régions, vous les connaissez, le Golan, donc, dont le statut est disputé politiquement, mais enfin qui, du point de vue israélien, a été complètement inclus comme dans le territoire, en tout cas en tant que ressenti des Israéliens. À Galil, ce qu'on appelle en hébreu à Galil, c'est-à-dire la Galilée, évidemment avec cette plaine de Jezréel qui a été une plaine historiquement très importante en termes d'invasion et des civilisations cananéennes. Donc tout cela existe toujours. Les monts de Judée, Samarie, qui aujourd'hui sont sur le territoire de la palestinien, bien sûr, et le Negev, dont il faut rappeler quand même qu'il couvre la moitié du territoire d'Israël. Israël, dont la surface globale n'excède pas 20 000 km², c'est absolument dément quand on demande, on fait un sondage dans la rue, c'est très très intéressant de voir la représentation qu'ont les personnes de la puissance d'Israël. Il faut rappeler qu'Israël, c'est 2 départements français, c'est la taille de 2 départements français, 20 000 km², pas plus, avec ce qu'on appelle une taille de guêpe, c'est-à-dire 15 km
km, c'est-à-dire qu'un char qui viendrait de l'extérieur met un quart d'heure pour traverser cette taille de guêpe d'Israël. C'est un facteur stratégique important. Il n'y a pas un chef d'État qui vient en Israël sans qu'on lui propose une balade en hélicoptère pour survoler le territoire. C'est 340 km du nord, 470 pardon, du nord au sud, avec 15 km sur le point le plus large. Donc c'est extrêmement étroit et il est clair qu'il n'y a pas de hinterland en termes stratégiques. C'est une donnée très très importante et la défense de Tel Aviv ne se joue pas à la verticale des frontières, elle se joue beaucoup plus à l'ouest, peut-être au Caire, et beaucoup plus à l'est, de manière diplomatique bien sûr. Mais en tout cas, la géographie est un facteur stratégique immédiat quand on regarde Israël. Un fait très important, historique, on l'avait mentionné sur le cours d'histoire d'Israël, mais ironique en quelque sorte, c'est qu'aujourd'hui, les choses se sont inversées en termes de population. Là, les premières populations juives ont fleuri et ont développé la civilisation hébraïque sur le territoire actuel de la Cisjordanie, en Judée, Samarie, c'est pour ça qu'il y a une sorte d'attache sentimentale sur ces collines de Judée, etc. Là où l'essentiel du peuplement israélien aujourd'hui est concentré dans le Michor, dans la plaine côtière, alors qu'elle était même à l'époque biblique la terre des Philistins, donc de ces différents peuples cananéens et autres, ou des peuples de la mer qui s'étaient installés là vers moins 1002. Donc en fait, il y a une inversion totale des peuplements entre la Bible et la population actuelle israélienne, ce qui est une belle leçon. C'est pas le but du cours d'aujourd'hui, mais une belle leçon en termes de lecture éventuellement cadastrale de la Bible. Ces gens qui lisent la Bible pour vouloir prouver des prétentions politiques d'aujourd'hui. Il se trouve que l'histoire invalide totalement, de manière très globale, ce fait. Les principales villes, vous les connaissez, mais peut-être c'est intéressant de rappeler, parce qu'il y en a certaines qu'on connaît comme ça, mais dont on ne pense pas qu'elles sont aussi importantes. 45% de la population d'Israël réside dans des villes de plus de 100 000 habitants. C'est une société finalement extrêmement urbaine, même si les kibbutz développent un imaginaire, une symbolique très importante dans la culture israélienne. Mais la réalité de la population, c'est que c'est une population extrêmement urbaine. C'est Jérusalem à 800 000 habitants, Tel Aviv 3,5 millions d'habitants, une très très grosse conurbation. Haïfa qui est la troisième ville, vous connaissez l'adage, Jérusalem prie, Haïfa travaille, Tel Aviv s'amuse. En fait, c'est plus du tout vrai, parce que Tel Aviv est un hub financier et technologique tout à fait important. On travaille aussi à Tel Aviv, mais en tout cas, on retrouve les trois principales villes dans cet adage un petit peu amusant. Et puis les trois villes qui poussent derrière, qui ont une croissance absolument extraordinaire, c'est Rishon LeZion, pas très loin qui est la quatrième ville du pays avec plus de 400 000 habitants aujourd'hui. Petar Tikva, qui est une banlieue de Tel Aviv, qui étend cette énorme conurbation. Quand on vient de l'aéroport Ben Gurion, on voit effectivement que c'est une espèce de continuum, Petar Tikva, Tel Aviv, avec d'autres quartiers encore. Et Ashdod, un peu plus au sud de Tel Aviv, une ville portuaire en plein développement, entre 200 et 300 000 personnes aujourd'hui. Une population, parce que c'est un facteur immédiatement politique, évidemment, Judenstaat, disait Theodor Herzl, un État, alors non pas un État juif, au sens où l'État aura une qualité juive, bien qu'une loi récente en 2018 ait tenté non pas tenté, elle a acté dans la loi ce fait, mais c'est extrêmement controversé, l'État pour les juifs, qui est complètement différent. Il n'y a pas d'essence juive attachée à une institution étatique. Yeshayahu Leibovitz, toujours avec son franc-parler, son côté tranchant, disait que le fait d'attacher des valeurs à une structure purement étatique, c'est la base du fascisme. Les institutions en tant que telles n'ont pas de valeur. Les peuples ont une valeur. Les peuples qui les font vivre ont une valeur. L'éthos qui s'y développe, la société qui s'y développe a des valeurs, mais les structures étatiques en elles-mêmes n'en ont pas. La population donc est majoritairement juive, à 75% à peu près, la population arabe, les arabes israéliens 24%, et les autres sections de la population 5% de peuplement divers, fait d'immigration, fait de druzes, une communauté druze très très importante, et politiquement plutôt très participative avec
avec l'éthos israélien. Les Druzes sont notamment connus pour leur participation au sein de Tsahal, d'excellents militaires, ce qui marque une certaine confiance. Une communauté circassienne, alors on n'a pas le temps trop de s'attacher sur les détails, mais évidemment une population évidemment très très diverse, et puis en termes d'origine géographique totalement cosmopolite et diverse, puisque venant du monde entier. Les projections, c'est 11 millions en 2030, 13 millions en 2040, ce qui est quand même, je dirais, terrible au niveau de l'histoire juive. C'est un fait qu'il ne nous faut jamais oublier, c'est qu'avant la guerre, avant la Shoah, le nombre de juifs dans le monde était à peu près de 13 millions et qu'il a fallu plus de 70 ans. C'est seulement il y a quelques années finalement que l'égalité numérique a été rattrapée. Je pense que c'était dans les années 2000 que la population juive mondiale, aujourd'hui 45% de la population juive mondiale vit en Israël, a dépassé les 13 millions, mais voilà, pendant 70 ans, ce qui nous montre la monstruosité statistique de la Shoah au niveau d'un peuple, c'est seulement il y a quelques années que la population juive a atteint le niveau qu'elle avait avant la guerre. On mesure évidemment l'importance, ne serait-ce que de ce point de vue-là, de l'État d'Israël pour le monde juif en général. Alors, je vous le disais, c'est un cours un petit peu ramassé ce soir. Il nous reste 20 minutes pour voir des choses, pour balayer des choses connues. Enfin, c'est toujours bien de redonner. Je vais m'intéresser ici un petit peu au système politique israélien pour rappeler des choses que vous connaissez sûrement, parce qu'on n'a pas le temps de s'apesantir sur les détails, mais faire ressortir quelques grands points peut-être qu'on a tendance à oublier. D'abord, Israël est une démocratie parlementaire. Beaucoup de gens ne le savent pas, le monde juif en général le sait, mais de l'extérieur, on pense qu'Israël est un État religieux. C'est évidemment absolument pas un État religieux, c'est un État laïque qui a tous les attributs, je dirais, d'une société libérale au sens le plus large. Une séparation des pouvoirs entre les corps législatifs, exécutifs et judiciaires. Le corps législatif, on le sait, c'est la Knesset, l'Assemblée. L'exécutif, c'est le gouvernement. Et un pouvoir judiciaire fait de tribunaux extrêmement, avec des instances de contrôle extrêmement fortes. Il y a un tropisme du droit en Israël, qui est porté évidemment par l'histoire juive, par la halacha. C'est le peuple juif a le génie du droit, et ça ne pouvait pas ne pas se développer en Israël. Mais en tout cas, le facteur majeur, c'est que c'est pas une société religieuse, c'est une société qui est organisée par des pouvoirs tout à fait laïques, une indépendance du pouvoir judiciaire dont je vais parler à 19h30 tout à l'heure dans cette émission sur I24, le pouvoir de la Cour suprême, d'ailleurs contesté constamment par les milieux religieux, les milieux orthodoxes ou ultra-orthodoxes. L'indépendance du corps judiciaire est tout à fait majeure, même le gouvernement en fait les frais et essaye de limiter constamment les pouvoirs du judiciaire. Une liberté de la presse et d'expression, je ne fais pas un dessin, la liberté de parole en Israël est absolument prodigieuse, bien plus grande peut-être que dans des pays démocratiques comme les nôtres. Et puis bien sûr un système électif régulier avec des élections tous les 4 ans, sans cesse parasité par des élections anticipées. Je ne rentre pas dans le détail du système, mais ce sont bien tous les éléments d'un État laïque. Israël est éminemment un État laïque. En termes de source du droit, il agrège alors historiquement plusieurs couches. D'abord, couche du droit ottoman. C'est vrai qu'Israël, à ses débuts, avait encore certaines couches du système juridique encore très impacté par le droit ottoman, qui a bien décru depuis. La common law britannique, évidemment, le droit anglo-saxon. Cette culture anglo-saxonne a beaucoup de traces. Et puis, bien sûr, depuis la création de l'État, on a développé un corps juridique propre qui devient petit à petit israélien. Mais il y a toujours un petit peu ces trois composantes, quelque part, dans l'administration ou dans le droit israélien. Évidemment, le facteur majeur, c'est ce qu'on appelle le statu quo. Le statu quo, c'est le pouvoir dévolu aux religieux. Alors, je disais État laïque, ce qui veut dire que c'est absolument pas la halacha qui prévaut. Dans tous les domaines de la vie, c'est le système laïque de la common law, du droit israélien. Alors, avant de parler de la halacha, il faut dire qu'Israël n'a pas de constitution, mais a développé un certain nombre de lois fondamentales qui précisent les caractères fondamentaux de l'État
de l'État laïque, avec en développant les idées de liberté, de justice. Donc c'est bel et bien un État libéral au sens le plus large qui est promu par l'État d'Israël. Il y a eu plusieurs lois fondamentales sur le gouvernement, sur la justice, sur la liberté d'activité professionnelle, la dignité et la liberté humaine qui s'ajoutent et qui tiennent lieu finalement de deux constitutions. Ce qui nous en fait venir au point justement du statu quo, pourquoi n'y a-t-il pas eu de constitution? Parce qu'il y a eu un vigoureux débat à l'époque où Ben Gourion a proclamé l'État entre les forces laïques et les forces religieuses. Quand il s'agit de se pencher sur la question religieuse, quelle serait la nature de l'État d'Israël, c'était des discussions infinies, et Ben Gourion a préféré finalement renoncer à définir, parce que c'était une lutte dont personne ne pouvait sortir gagnant, et fonctionner par ce système des lois fondamentales, et puis après développer un corpus juridique évidemment tout à fait classique. Mais lors de ce renoncement quelque part à la Constitution, il y a eu ce qu'on appelle le statu quo. C'est-à-dire que Ben Gourion a accordé aux forces religieuses de l'époque le fait de pouvoir légiférer dans tout ce qui est domaine du statut personnel, à savoir qui est juif, la définition de la judéité, et bien sûr les mariages et les divorces. Et ça, je dirais, ça a été en quelque sorte le baiser de la mort, parce que Ben Gourion pensait que c'était tout à fait inoffensif à l'époque. Il y avait quelques centaines de religieux actifs, et évidemment, la démographie a joué complètement à plein dans la déformation de ce status quo initial, et on connaît effectivement le poids des religieux aujourd'hui dans la politique, qui dérive aussi du système dont je vais dire un mot dans un instant, c'est-à-dire la proportionnelle intégrale et la surreprésentation des petits partis, entre parenthèses religieux, et donc avec des minorités de blocage dans la constitution des gouvernements. Mais c'est très important d'avoir à l'esprit que dans l'esprit, c'est peut-être sa plus grande erreur. Ben Gourion a été tellement génial dans plein de domaines, mais là il a commis une erreur historique, une erreur d'anticipation et de vision magistrale, en accordant ce pouvoir qui pourrit, il faut bien le dire, la vie de beaucoup d'Israéliens et de cette société qui fondamentalement demeure laïque et n'a de cesse de pester contre cette mainmise du milieu religieux orthodoxe, voire ultra-orthodoxe, sur les questions de statut personnel, sur le mariage, sur toutes ces questions éminemment importantes, identitaires et tout simplement enfin, au niveau de la vie. Donc ça, c'est important de rappeler cette histoire de statu quo. Le système juridique, on n'a pas le temps de le décrire, mais juste rappeler l'importance effectivement de la Cour suprême, qui peut siéger dans deux formations différentes, qui portent d'ailleurs dans chacune de ces formations un nom différent. Bet Mishpat Elyon, c'est le nom de la Cour suprême. Elle rend des jugements en appel des juridictions intérieures. Je ne détaille pas les noms, et parfois elle se réunit en tant que Bagatz, qui est l'initiale de Beit Mishpat Gavoa Letzedek, la haute cour pour la justice, et se saisit de questions globales de la société. C'est pas qu'elle intervient seulement en appel de jugements précédents des juridictions, des degrés de juridiction inférieurs, mais elle juge de certains problèmes globaux, y compris contre le gouvernement, et c'est d'ailleurs l'essence de la loi qu'elle a rendue, et sur lequel je vais parler tout à l'heure sur I24, d'autoriser, de décider qu'effectivement les conversions effectuées par les mouvements non orthodoxes en Israël seraient reconnues. C'est tout à fait le genre de décision, le type de décision que la Cour de justice ne cesse de prendre. Donc un régulateur de justice au niveau de la société générale israélienne, qui évidemment suscite l'ire, la colère, le combat de tous les milieux orthodoxes, et c'est un combat permanent que celui de la Cour de justice, et parfois même un combat. Il se trouve que idéologiquement, les gouvernements de Netanyahou sont en lutte évidemment constante aussi contre la Cour de justice. Non pas qu'elle soit orientée fondamentalement à gauche, mais en tout cas elle n'hésite pas à contrevenir à tout ce qui serait trop nationaliste, trop souvent effectivement défendu par soit des partis de droite ou soit des partis religieux. Donc c'est un régulateur
extrêmement important. Juste un fait majeur au niveau de la société, enfin de la politique, c'est deux choses qui façonnent la politique israélienne. Un politicien disait que le temps de prescription en Israël, le temps politique de prescription est de 24 heures. Il n'y a pas de phrase plus vraie. Tout se défait tous les 24 heures. Et ça dérive aussi de deux caractéristiques fondamentales du système. D'abord, le fait qu'il n'y ait qu'une seule circonscription. Tout Israël est considéré comme une circonscription. Enfin, d'abord, en fait, il faudrait commencer par présenter le problème à l'envers. Le fait que ce soit une proportionnelle intégrale. Les élections ont lieu avec des listes qui se présentent, et ce sont des listes qui concernent tout Israël. Ce ne sont pas des listes territorialisées par département ou par région, etc. Ça n'existe pas. Et donc c'est à la proportionnelle intégrale, ça c'est le premier trait du système. Et donc dans ce système, effectivement, tout Israël est considéré comme une seule circonscription, ce qui fait que les élus, les représentants au peuple sont éminemment politiques et ne sont pas territorialisés, comme ça peut exister en politique française. Évidemment, il y a des gens qui sont engagés dans des partis, qui défendent une sensibilité politique, mais il y a aussi un phénomène il y a des gens qui sont d'une région, qui cherchent à défendre l'intérêt de la région, les Bretons, enfin peu importe. Donc qui ont cette double casquette et qui permet aussi, qui promeut une certaine stabilité des politiques officielles. En Israël, par définition, puisque tout n'est qu'une seule circonscription, les gens n'appartiennent qu'à une liste politique, et donc c'est ce qui rend aussi le système politique israélien extrêmement instable, extrêmement politisé, parce qu'à la législature suivante, tout redémarre, et les politiques ne se sentent pas nécessairement attachés à un territoire particulier dont ils auraient à cœur de défendre le développement économique de tel ou tel. Ça ne veut pas dire qu'ils y sont insensibles et qu'ils ne cherchent pas à le faire, mais en tout cas, rien dans le système général ne l'y oblige, et ça c'est un trait fondamental. La proportionnelle intégrale et le fait que tout soit une seule circonscription donnent des listes et des compositions éminemment politiques et non éminemment instables. C'est un trait fondamental de cette absence de prescription de plus de 24 heures dans la vie politique israélienne. Inutile de le dire, je l'ai mentionné tout à l'heure, que le fait de la proportionnelle intégrale promeut un pouvoir surdétermine le poids des petits partis. Un petit parti de 3-4 sièges peut entrer dans une coalition ou pas, la rendre possible ou la faire chuter, d'où un système constamment déréglé. Je crois qu'on en est à la 4e élection entre Benny Gantz et Netanyahou qui se profile d'ici quelques semaines. C'est évidemment quelque chose de tout à fait impensable dans d'autres systèmes, mais qui est permis par justement cette surdétermination des petits partis et le fait qu'une coalition peut à tout moment chuter et ne perdre sa majorité, avec évidemment des négociations d'entre-tours et en particulier des négociations du milieu religieux qui ne cherchent qu'une chose, c'est financer ces yeshivot, qui est prêt à se vendre en fait au plus offrant, au plus disant politiquement. Il se trouve qu'il y a une sorte de stabilité, c'est plutôt auprès des partis de droite que les coalitions religieuses se forment, mais il y a absolument pas de nécessité à ça, tant que le système continue à déverser son argent sur les yeshivot, à exempter les étudiants religieux de la prescription de la conscription militaire, etc. Les objectifs sont cochés. Les coalitions peuvent se faire, mais elles peuvent se défaire extrêmement rapidement. Alors, il nous reste quelques minutes. Je ne veux pas dire un mot de l'économie, qui est... c'est une matière compliquée, multiforme. Dire simplement qu'une manne très très récente, c'est cet immense gisement gazier découvert au nord de Haïfa, enfin au large des côtes de Haïfa en 2019, le gisement du Léviathan, porte son nom, qui fait qu'Israël est aujourd'hui exportateur, est complètement autosuffisant en termes énergétiques. C'est une donnée de masse, c'est une manne financière énorme. Ce sont des gisements absolument gigantesques. Et puis cet écosystème très particulier, fondé sur l'innovation, avec un niveau de vie, un PIB par habitant extrêmement élevé. C'est le seul pays de l'OCDE du secteur qui a 45 000 $ par tête en termes de PIB, ce qui situe aussi une différence importante avec
avec les États environnants, c'est un chiffre très élevé. Bon, c'est juste un indicateur parmi d'autres, hein, ça ne dit pas plein d'autres dérèglements, mais ça situe quand même un niveau de vie général. Un écosystème basé sur l'innovation extrêmement performant, plus de 7000 startups actives, plus de 200 fonds de capitaux risques, 350 centres de R&D. C'est un pays qui dépense entre 4 et 5% de son budget à la recherche et de son PIB à la recherche et développement, et c'est évidemment, il y a une collaboration notamment très étroite entre l'université, les industriels et l'armée, et les banques et le système financier qui est tout à fait particulier, avec des transferts de technologie très très rapides, enfin des transferts de savoir entre ces différents secteurs très très rapides, qui attestent de la vitalité de l'économie israélienne. Alors l'économie israélienne, elle est aussi grevée de lourds problèmes, je ne vais pas m'étendre, mais d'abord, il y a un côté dual, je dirais, en Israël. Il y a des secteurs extrêmement performants, extrêmement agiles, on dirait, dans le vocabulaire d'aujourd'hui, mais aussi des secteurs industriels plus classiques, plus traditionnels, qui sont un petit peu à la traîne, avec du coup tous les maux de quelque chose de trop, l'inertie administrative, un déficit de performance, une faiblesse chronique de la productivité, enfin d'autres types de facteurs, et surtout des inégalités sociales extrêmement grandes qui ne cessent de s'accentuer entre justement des personnes qui sont totalement impliquées dans les nouveaux mondes de la nouvelle technologie, dans ces mondes agiles, portés à la mondialisation, portés à l'innovation permanente qui tire la croissance, et puis énormément d'autres secteurs de la société israélienne avec des déficits incroyables. C'est vrai que si on prend secteur par secteur, après dans le secteur de l'alimentaire, ce sont 2-3 familles qui possèdent pratiquement 90% des richesses. Et puis si on aligne les secteurs différents, il y a une sorte d'oligarchie extrêmement forte en Israël, avec des inégalités qui se creusent. Donc un système globalement extrêmement performant du point de vue des indices financiers, les banques en liquidité, en structure, elles sont parfaitement au point. L'innovation, ça marche. Le secteur de l'énergie complètement boosté par cette découverte gazière faramineuse, et puis de l'autre côté énormément de facteurs quand même très très archaïques qui marquent une certaine inertie administrative, un bureaucratisme excessif, et puis surtout des inégalités très très fortes en Israël. Je pense que tous ceux qui tentent, enfin qui vont en Israël le voient très facilement. Ceux qui tentent l'ALIA aussi, c'est une société extrêmement difficile si on n'est pas dans un secteur de pointe ou si on n'a pas des compétences tout à fait spécifiques. Alors, chers amis, je l'ai dit, il nous reste 5 minutes. J'aimerais en fait, dans ces 5 minutes, vous lire un texte. Parce qu'on aurait pu parler des arts, bien sûr, on aurait pu parler de la vie religieuse, on l'avait déjà fait dans l'histoire du judaïsme libéral, très, très présent, mais quelque part, on va continuer à le faire dans cette émission I24 d'ici un instant. C'est vrai qu'il y a un contexte nouveau en ce moment en Israël. Israël commence à signer des accords avec des pays arabes, alors sous la forte férule de Trump, évidemment, c'est un sujet extrêmement contesté. Trump avait certainement certains objectifs en tête, je ne sais pas si c'est très stable, si ça va continuer dans le temps. Toujours est-il que des accords ont été signés avec le Bahreïn, les Émirats arabes, même le Soudan, et donc quelque part ça dessert une certaine pression sur Israël. Le tout étant pris dans un jeu beaucoup plus global qu'Israël. Il y a un axe sunnite, enfin il y a une guerre entre sunnites, chiites, tout à fait profonde dans le Moyen-Orient, avec des alliances qui sont en train de se reconstituer, sachant que l'administration américaine, justement, déplace à elle seule les alliances. Il y avait une alliance très très forte entre l'Arabie Saoudite et le gouvernement de Trump. Il se trouve que le Biden fait le choix plutôt de remettre en selle une certaine relation avec l'Iran, donc avec un axe chiite, et tout ça va avoir des conséquences. C'est un monde très, très, très compliqué que celui-là, mais en tout cas, ces accords sont effectivement quelque chose d'assez nouveau. Je voudrais juste conclure par effectivement un texte très très beau d'un politicien israélien, d'ailleurs multi-talented, on pourrait dire, aux multiples talents, Yair Lapid, qui en 2012 a éclos sur la scène israélienne. Il était connu comme
comme activiste, comme poète, comme journaliste. Yair Lapid qui a fondé un parti qui s'appelle Yesh Atid, il y a un avenir, plutôt centriste, plutôt axé sur une politique plutôt défenseur, enfin se voulant le défenseur des classes moyennes. Et donc ce très très beau texte que j'aurai pas le temps de lire intégralement, mais qui s'appelle Liot Israeli, être israélien. Allumer la télévision la nuit et voir qu'au lieu de Rambo 3, on diffuse un film d'horreur local dont nous sommes tous les acteurs. Espérer qu'il n'y ait personne que tu connaisses. Être content qu'il n'y ait personne que tu connaisses. Avoir honte d'avoir été content. Continuer de regarder l'écran même si tu sais exactement quelle sera la prochaine image. Dire, il y a 2 semaines, j'étais exactement au même endroit. C'est incroyable. Sentir que tu y as échappé alors que tu n'es même pas passé près. Faire un tour dans la maison à 2 heures du matin. Regarder en silence les enfants qui dorment. Et penser que, comme ça, sous les couvertures, ils ont soudain l'air à nouveau si petits. Être israélien. Savoir que quelque chose s'est passé en fonction des chansons à la radio. Te faire la remarque que c'est justement pendant les attentats qu'il y a les chansons les plus belles. Comprendre que quand le journaliste dit « il y a des blessés », il veut dire en fait qu'il y a des morts. Et que « état désespéré » signifie « lutte pour la vie ». Te demander ce que cela veut dire exactement « victime en état de choc » et comprendre tout seul après quelques secondes de réflexion. Téléphoner à la famille, même tard, et demander si ça va, juste comme ça. Aller au centre commercial comme si tu allais en Milouim, c'est les périodes de réserve, et aller en Milouim comme si tu allais à la guerre. Dire, si j'avais un minimum de cervelle, je partirais en Australie, mais ne pas en avoir l'intention sérieusement. Se disputer un peu plus avec celui ou celle avec qui tu vis, mais ne pas t'avouer à toi-même que c'est à cause de la tension. Être israélien. Dire, il faut leur rentrer dedans, sans savoir dans qui exactement. Dire ça ne peut pas continuer comme ça, mais craindre que c'est peut-être exactement comme ça que ça va continuer. Dire il faut leur reprendre Gaza, juste pour t'entendre le dire. Comprendre qu'il n'y a pas de solution simple, mais espérer malgré tout qu'il y en ait une. Écouter des émissions radio où des gens appellent et disent des choses horribles, penser que cela montre à quel point nous avons chuté, dégringolé dans la culture, et toi aussi avoir un peu envie d'appeler. Te souvenir que tu as déjà fait confiance à trop de dirigeants qui t'ont déçu, mais te persuader qu'il y a encore peut-être quelqu'un. Te dire que le temps est arrivé d'écrire un testament, mais ne pas le faire. Être israélien. Le texte continue, je vous invite à le trouver, vous le trouvez facilement sur Internet. Le texte se termine de la manière suivante, s'asseoir pendant la nuit face aux factures et décider qu'il faut se serrer la ceinture, on parlait d'économie, regarder des photos plutôt que de lire le journal. Être israélien. Être quelqu'un d'un peu meilleur que ce que tu pensais être capable d'être. C'est un très très beau texte de Yair Lapid. C'est sur ce texte que, non pas je conclus, on a fait une sorte de survol un petit peu des enjeux, un peu de l'histoire des 70 dernières années, et puis de ce pays effectivement à nul autre pareil, avec un système tout à fait spécifique, une culture très forte, et d'autant plus forte qu'elle est portée. Alors elle n'est pas portée par l'ensemble du peuple juif autour de la terre. La politique israélienne et les destinées de l'État se déterminent par les citoyens avant tout d'Israël, mais évidemment la valeur d'État refuge potentiel d'Israël lui donne aussi toute son importance à nos yeux. Chers amis, voilà, ce cours un petit peu raccourci se termine maintenant. Il se prolonge quelque part sur I24, donc la télé en Israël, auquel je vais participer à un débat avec Peggy Sidor, qui est une journaliste israélienne, et aussi Yossi Taïeb, un rabbin plutôt traditionnel, orthodoxe, autour de la question: est-ce que la décision d'hier de la Cour suprême israélienne remet en cause le caractère juif de l'État? Un grand débat identitaire israélien. Il est évident qu'aux yeux des mouvements libéraux de par le monde, qui je le rappelle sont majoritaires, évidemment ça ne remet absolument pas en cause cela, c'est même peut-être pas tout à fait la question, la bonne question. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui peuvent se connecter sur I24, et sinon on se retrouve la semaine prochaine bien sûr pour un autre cours des fondamentaux qui sera dans un tout autre domaine. On y parlera des Pirkei Avot et du Shulchan Arour. Les Pirkei Avot, ce sont les maximes des pères, ce texte rabbinique de nature éthique, et le Shulchan Arour qui a la fortune que vous connaissez, ce code de loi dont nous pensons qu'il n'est plus tout à fait la référence première, mais en tout cas qui a une importance historique tout à fait particulière. Je vous souhaite une bonne soirée
à tous, à très bientôt.